Zoom, je suis heureux d'accueillir le directeur de l'ICEP, Marion Maréchal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques. Comment c'est une question traditionnelle finalement maintenant, comment s'est déroulé le confinement pour vous et bien évidemment vos proches? Écoutez bien, moi je n'ai pas eu à déplorer de malade dans ma famille et j'ai la chance d'être confinée dans une maison. Donc on va dire que tout ça est plutôt agréable et j'ai profité pour lire et évidemment m'occuper de l'Institut à distance, qui n'a pas toujours été simple. Oui, parce que c'est la seconde question qui me vient à l'esprit. J'ai vu par exemple que sur le site de l'école, vous organisez des journées portes ouvertes, mais virtuelles. La situation est complexe. Comme malheureusement, je pense, beaucoup d'associations et d'entreprises en France, on a dû s'adapter. Nous, on est fermés depuis le premier jour du confinement et a priori, nous ne pourrons pas rouvrir avant septembre, ayant statut d'établissement supérieur. Donc ça veut dire cours à distance, journée portes ouvertes en effet à distance, équipe dispersée. Mais bon, écoutez, on a su faire face. Évidemment avec quelques difficultés de financement, puisque une partie des inscriptions est à l'arrêt, mais néanmoins, voilà, beaucoup d'intérêt pour le magistère l'année prochaine. Donc je pense qu'à la rentrée, nous arriverons néanmoins à remplir nos classes et à faire face malgré les difficultés. Rappel rapide quand même, l'ICEP, son rôle, sa fonction, sa volonté, les métiers qu'elle fait. Bien sûr, l'ICEP, en fait, c'est une école supérieure de sciences politiques et de management qui propose aujourd'hui un équivalent master et une formation continue et qui est née, en fait, d'un constat, je crois, aujourd'hui largement partagé des carences que l'on peut constater dans la formation de nos élites et de nos élites politiques en particulier, qui, de manière générale, poursuivent des cursus assez similaires, passant généralement par une ou voire deux grandes écoles qui sont assez connues, Sciences Po, par exemple, pour ne pas la citer, et dans lesquelles, en tout cas, moi, personnellement, je déplore un certain nombre de manques, à la fois sur le plan de la formation, notamment par le recul d'année en année de la culture générale comme axe de formation de la personne, mais au-delà de ça, le fait également que ces écoles souffrent d'une forme, selon moi, une fois de plus, d'uniformité idéologique, qui ne participe pas au développement de l'esprit critique. Et donc à partir de là, l'ICEP a été créé comme une alternative, humble pour l'instant mais très ambitieuse on va dire, et qui fait son bout de chemin depuis maintenant plus de 2 ans. Avec des partenariats en Europe. Avec des partenariats en Europe, l'Université de Saint-Pétersbourg notamment. Nous avons également ouvert avec une université au Liban qui s'appelle l'USEC, qui est une grande école également supérieure. Nous venons d'ouvrir une filiale à Madrid qui va physiquement ouvrir ses portes, si je puis dire, en juin. Donc un projet qui est déjà allé très loin pour une jeune école, on va dire. Marion Maréchal, nous enregistrons ce Zoom à quelques heures des premières mesures de déconfinement. Considérez-vous que ce confinement qui a été total et aussi, on voit, brutal pour les Français, est-ce que c'était pour vous une nécessité absolue ou tout simplement motivé par l'incapacité du gouvernement à faire face? Je pense qu'en fait, ce confinement tel qu'il a été pris était une forme de gestion de la pénurie, c'est-à-dire qu'on a pu constater la dépendance de la France vis-à-vis de l'étranger sur le plan industriel et l'incapacité donc à se fournir efficacement en masques et tests, du fait aussi de la désorganisation. Donc d'une certaine manière, le confinement s'est imposé à nous. En revanche, pour éviter bien sûr la saturation des hôpitaux et donc des morts supplémentaires. Néanmoins, on peut se poser la question des modalités de ce confinement. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui que le plan de déconfinement tient compte évidemment de l'état de gravité de l'extension du virus par département, on peut se poser la question de savoir pourquoi cette différence de traitement n'a pas été reproduite dans le cadre du confinement. Est-ce qu'il était cohérent d'appliquer un confinement égal et total partout sur le territoire alors qu'il y avait manifestement des départements moins touchés que d'autres? Est-ce qu'il était pertinent de confiner de la même manière des personnes considérées comme vulnérables? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une vision assez claire des personnes qui sont vulnérables ou non vis-à-vis de ce virus. Ou pas? Est-ce qu'il était pertinent d'interdire toutes les entreprises de pouvoir exercer alors même que certaines auraient été capables de respecter des mesures sanitaires, voire de fournir le matériel nécessaire? Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions, si vous voulez, et à mon avis, il y avait une possibilité de voir les choses de manière plus souple, plus agile et probablement de manière moins radicale. Mais je crois qu'en fait, on s'est retrouvé dans cette situation précisément parce que le gouvernement n'a pas été capable d'anticiper et de réagir rapidement. Tous les pays qui ont pu faire des confinements plus souples sont souvent des pays qui ont réagi très très vite. Et là, moi, je pense que ça révèle une faille en particulier, ou enfin en tout cas une tendance dans la manière de gouverner, qui est celle de ce que on pourrait appeler l'expertocratie, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a remis la décision publique entre les mains d'experts, ou en tout cas en l'espèce de scientifiques, de médecins. On a renoncé finalement à faire de la politique, c'est-à-dire d'avoir une approche globale et multidisciplinaire. Et donc, on s'est retrouvé avec une technique
qui n'était plus un soutien finalement à la prise de décision, mais vraiment la prise de décision elle-même. Et forcément, des médecins, ils agissent en médecins. Donc ils ont une approche purement médicale, purement sanitaire, et ils vont vers le maximum de précautions, quand ils sont d'accord entre eux, par ailleurs. Or, le rôle de la politique, c'est justement d'avoir cette approche à 360 et d'être capable d'avoir l'équilibre entre à la fois, évidemment, des précautions sanitaires, mais aussi des impératifs économiques. Et on voit bien que là, il y a eu un déséquilibre total. Et ça tient probablement à cela. Vous avez été député. Est-ce que vous auriez voté l'état d'urgence sanitaire ? L'état d'urgence, la loi en tant que telle, ne faisait que permettre aux ministres de prendre des décrets exceptionnels dans des circonstances exceptionnelles. Donc sur ce principe-là, ça ne me choquait pas qu'on puisse activer, l'état d'urgence et deux, voire le compléter par cette loi. On peut davantage interroger les décrets qui ont suivi et qui donnaient les modalités. Donc oui, probablement. En revanche, c'est vrai qu'est-ce qu'il est pertinent de faire une loi qui se poursuive pendant à peu près 1 an ? On pourrait se poser la question, d'autant plus que c'est le Sénat, c'est-à-dire l'opposition, qui a pensé à mettre une fin à cette loi et non pas le gouvernement. Donc ça interroge, on va dire, sur cette propension quand même du gouvernement à toujours choisir les manières les plus radicales de répondre. Si vous voulez, en fait, quand on remet en perspective tout ça, on se rend compte que déjà au moment des retraites et déjà au moment des Gilets jaunes, cette incapacité à gérer efficacement, à anticiper et à être cohérent, elle était déjà patente, d'une certaine manière. Et on voit bien que, aux Gilets jaunes, comme dans cette crise, parce qu'on n'a pas été capable de répondre, d'écouter et d'adapter sa réponse, on a choisi la réponse la plus forte, la plus radicale et la plus, entre guillemets, totalitaire. Donc d'un côté, les LBD, les blindés et des sanctions drastiques pour les Gilets jaunes, d'une certaine manière, et puis de l'autre, ce confinement total, généralisé et extrêmement long. J'y vois une forme de choix de facilité, en fait, et surtout d'incompétence. Vous avez utilisé le terme totalitaire. Sur votre compte Twitter, vous avez fait référence à une tribune d'un journaliste de Libération, d'ailleurs, une tribune publiée dans le quotidien Libération de Jean Quatremer, qui dit, et qui ne va pas avec le dos de la cuillère, parce qu'il dit « Tant que l'état d'urgence s'appliquera, la France n'est pas une démocratie, même si elle n'est pas tout à fait une dictature. » Et avoir ce terme de dictature, est-ce que vous pensez qu'il faut aller là ? Vous dites, c'est une tribune, je ne partage pas tout, mais il faut la lire. Donc, oui, c'est vrai, je trouve qu'en fait, elle est aussi stimulante par ses excès, d'une certaine manière. Je ne suis en effet pas d'accord avec tout, et je n'irai pas jusqu'à dire, évidemment, que nous sommes dans une situation totalitaire, mais je trouve qu'elle pose des questions qui sont des questions pertinentes. Déjà parce qu'elle sort un peu de l'hystérie médiatique dans laquelle on baigne malgré tout depuis des semaines, qu'il faut bien le préciser, est quand même assez propre à la France, parce que si vous prenez par exemple l'Allemagne, les journalistes arrivent à traiter à la place qui doit être la sienne cette question du Covid, mais tout n'a pas disparu à côté, c'est-à-dire qu'on continue de traiter l'actualité du pays et l'actualité internationale, donc ça permet de relativiser déjà les choses. Deuxièmement, il pose la question, une fois de plus, des modalités de ce confinement, qui est une forme de débat interdit en France, d'un débat qui a été très hâtif d'ailleurs sur la question de l'état d'urgence, qui a été quasiment expédié. Il pose aussi une forme de remise en perspective de la gravité de cette pandémie par rapport à des pandémies passées. Donc on voit bien aujourd'hui que, même si évidemment c'est terrible, nous arrivons en France à peu près 25 000 morts, si je ne m'abuse. Donc remis en perspective des pandémies passées, on voit bien qu'il y a une réponse qui est extrêmement forte, qui interroge aussi sur notre rapport à la mort et notre rapport au principe de précaution, si je puis dire. Je trouve ça intéressant. Et puis par ailleurs, il fait une remarque qu'il ne développe pas, mais que je trouve très pertinente, d'expliquer qu'aujourd'hui, on oppose l'économie à la santé. Et donc, d'une certaine manière, ceux qui feraient entrer en compte la dimension économique, des impératifs économiques de reprise par rapport à la santé, seraient des espèces de salauds, pardonnez-moi l'expression, qui feraient passer l'économie avant la protection des personnes vulnérables. Je trouve que cette approche n'est pas un raisonnement, c'est une sorte de slogan politique, mais c'est une mauvaise manière de raisonner. Pourquoi ? Parce que l'économie, en fait, c'est le travail. Et quand on travaille pour nourrir sa famille, on travaille pour payer son loyer. C'est une nécessité vitale. Donc opposer cette nécessité vitale à cette autre nécessité qui est celle, évidemment, de protéger, dans la mesure du possible, des personnes vulnérables d'un virus,
c'est selon moi une absurdité. Voilà. Et le propre du politique, c'est d'être capable justement de trouver un équilibre entre ces impératifs. Et donc il devrait nous appeler à plus de mesure, plus de recul et moins d'émotion dans le traitement de cela. Voilà. Et pour toutes ces raisons, je trouvais que c'était intéressant de faire lire ce point de vue, certes assez excessif et assez radical, mais aux Français, ou en tout cas aux gens qui me suivent, pour prendre un peu de hauteur. Radicalité, le Covid a été le révélateur, finalement le détonateur d'un État qui n'est pas l'État-providence, qui est un État défaillant. Est-ce qu'on peut parler de lacunes? Est-ce qu'on doit parler d'errements, de mensonges? Est-ce que le gouvernement doit rendre des comptes? On voit bien maintenant, y compris sur les réseaux sociaux, cette notion de procédure en justice pour demander à chacun des ministres, puis ensuite, il faut bien le dire, au Premier ministre et au Président de la République, des comptes sur leur Alors je vais peut-être décevoir, mais là je vais pas hurler avec les loups, pour être tout à fait honnête, parce que moi je suis assez mal à l'aise avec cette tendance à la judiciarisation de la société, qui est une approche culturelle qui nous vient d'outre-Manche, disons-le, et qui consiste à vouloir traîner devant les tribunaux tout le monde, tout le temps. D'ailleurs, on le voit bien quand on se penche un peu sur cette loi qui a été proposée pour protéger les maires. En réalité, c'est une ineptie parce que la loi actuelle suffit largement et elle protège déjà les maires, hein, puisque de fait, il y a des conditions cumulatives qui sont quand même très spécifiques pour pouvoir engager la responsabilité du maire, qui a priori ne seront pas réunis dans les conditions actuelles, et surtout la santé relève de l'autorité de l'État et non pas des maires. Donc utiliser prétexte de la protection des maires pour faire passer cette loi, à mon avis, est une mauvaise raison. Par ailleurs, moi je considère qu'en démocratie, les élus sont sanctionnés pour ce qui touche évidemment à l'exercice de leurs fonctions. Je ne parle pas des crimes de droit commun, voilà, mais les élus sont sanctionnés par l'élection. Voilà. Donc si un élu est incompétent, ou est déloyal ou est menteur, eh bien, il n'est pas élu ou il n'est pas réélu. Voilà. Donc je trouve que c'est, plutôt que de le traîner devant les tribunaux, je trouve que c'est une manière plus saine de voir les choses. Après, il peut y avoir... Je contourne la question. Oui. Est-ce que Emmanuel Macron mérite d'être réélu ? Ah bah, moi, ça fait longtemps que je pense. Moi, je pensais qu'il ne méritait même pas d'être élu déjà en 2017. Au regard de sa politique actuelle. Et voilà, donc je vais pas me dire que j'ai été convaincue par le personnage. Je pense par ailleurs que c'est quelqu'un qui est extrêmement doué pour faire de grandes déclarations d'intention. On le voyait, on en parlait tout à l'heure, mais au moment des Gilets jaunes, on a eu des mois, des semaines de grands shows, de débats publics qui n'ont finalement abouti à rien. On voit bien que là aussi, on est un président qui est dans une espèce de verbiage permanent. Mais moi, je me méfie d'autant plus du personnage que je ne vois pas dans sa manière de présenter les choses de révolution mentale. Et je ne m'y attends pas d'ailleurs. Je ne partage pas l'idée de ceux qui pensent que nos élites d'un coup vont soudainement changer le logiciel économique, social, politique, parce que finalement la réalité va s'imposer à eux. On le voit notamment sur les questions européennes. Je veux dire, aujourd'hui, Emmanuel Macron est un homme qui, comme réponse à la situation, appelle à plus de souveraineté européenne. La souveraineté, par principe, est indivisible, donc elle est française ou elle est européenne. Voilà, donc que les choses soient dites clairement auprès des Français. Souveraineté européenne, ça veut dire État européen. État européen, ça veut dire mutualisation des dettes, ça veut dire fiscalité européenne. D'ailleurs, ils en ont parlé encore il n'y a pas très longtemps. Ça veut donc dire budget européen, puisque si vous maîtrisez les recettes, vous devez maîtriser les dépenses. Donc je pose la question, quand on voit aujourd'hui le manque de solidarité entre les États, quand on voit les divergences de fond qui fracturent l'Union européenne sur les questions identitaires et civilisationnelles, sur les questions économiques, sur les questions géopolitiques et diplomatiques, est-ce que la réponse va vers plus d'États européens et donc plus d'Union européenne? Est-ce qu'elle va vers plus de couples franco-allemands dont on voit les limites? Moi, je ne le pense pas. Voilà. D'autant plus que, une fois de plus, les dogmes européens ont été temporairement suspendus. Schengen, le pacte de stabilité, mais ça n'est que temporaire. Et d'ailleurs, la commissaire à la concurrence a précisé que toute la suspension temporaire des règles du commerce liées à l'Union européenne reprendrait à l'automne. Voilà, donc de toute façon, comment espérer une souveraineté, ou en tout cas une autonomie, parce que c'est ce dont il parlait, industrielle européenne, dans les conditions actuelles des règles de concurrence européennes? Pour moi, tout ça est un mensonge, et donc je ne suis pas sûre que... La solidarité financière européenne, elle existe. Il y a eu un plan d'aide à hauteur de 500 milliards d'euros décidé par l'Eurogroupe. Oui, en effet, ce qui est à peu près équivalent au seul plan d'aide que l'Allemagne s'est attribué pour elle-même.
Donc évidemment, les proportions sont en fait dérisoires, même si les montants paraissent rocambolesques à l'échelle évidemment des pays, sachant que ce n'est évidemment pas la France qui va en bénéficier prioritairement. Par ailleurs, reste à savoir, parce que pour l'instant, il y a un accord sur l'accord, hein. On en est là, hein, mais il n'y a pas encore d'accord sur les modalités de ces aides. Parce qu'évidemment, l'Allemagne est très réticente au fait de pouvoir se retrouver solidaire d'un endettement, même futur, et encore moins passé des pays. Donc reste à savoir si, une fois de plus, ce plan d'aide ira bien à l'économie réelle. C'est aussi un débat, parce que déjà en 2008, nous avions eu des plans d'aide qui finalement étaient restés dans le circuit financier. Donc là, on s'avance, et c'est vrai en France aussi d'ailleurs, vers des prêts ou en tout cas des facilités, des garanties de prêts. Reste à savoir si le système bancaire va aussi jouer le jeu. Et puis des prêts, une fois de plus, ça n'est que le report d'échéances futures. Donc il faudra voir l'efficacité de ce plan, mais indéniablement, malgré tout, on voit bien que c'est les États qui ont été en première ligne et qui ont été les plus réactifs et les plus légitimes d'ailleurs à réagir. Il est vrai, si on devait être tout à fait honnête, que la santé n'est pas une compétence de l'Union européenne. Mais il y a quand même une leçon à tirer. Ça veut dire que la première chose qu'a dû faire l'Union européenne pour protéger les États, c'est précisément de renoncer à ces dogmes qui font son identité et qui font les raisons de ces traités. Donc on en revient, le pacte de stabilité et l'espace Schengen et la suspension temporaire aussi, l'interdiction des aides publiques. Donc c'est quand même bien qu'il y a un problème. Par ailleurs, c'est un système qui est structurellement en crise, l'Union européenne. Aujourd'hui, on dit « Ah, l'Union européenne est en crise ». Mais en fait, quand l'Union européenne n'a-t-elle pas été en crise ? Elle a été en crise au moment, évidemment, de la crise de l'euro en 2008. Elle a été en crise au moment de l'invasion des migrants aux portes de la Grèce. Elle a été en crise au moment du Brexit. Elle a été en crise au moment du référendum de 2005. Je veux dire, en fait, elle est perpétuellement en crise. Donc, à un moment donné, est-ce que le gouvernement français va regarder cela en face et en tirer les conséquences ? À savoir peut-être engager un véritable rapport de force au sein de l'Union européenne pour changer cela. Julien Aubert, qui est député du Vaucluse, qui a été votre adversaire, dit dans une tribune que si on continue à raisonner en termes purement budgétaires, eh bien on va condamner la monnaie unique. Et puis il dit il y a trois possibilités, sans trancher d'ailleurs sur l'idée qu'il faut transformer la zone euro, il faut la scinder, il faut la supprimer. Quel est votre point de vue? Quelle est la logique à partir du moment où vous considérez que l'Union européenne a failli? Oui, il propose plusieurs options, plusieurs scénarios, en effet. Alors j'ai lu cette tribune, elle est à, comment dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout, en ce sens qu'il parle, ce qui est vrai, de la doctrine monétariste de la BCE, mais cette doctrine monétariste a été quand même mise à mal depuis quelque temps, et notamment aujourd'hui, puisque la BCE va faire ce qu'on appelle du quantitative easing de manière très importante. Donc on a quand même un changement d'orientation de ce point de vue-là. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, l'Union européenne est menacée par les fractures, qu'on en parlait à l'instant, qui frappent cette Union européenne. Ça veut dire, d'une part, les visions économiques. Dire, pour faire simple, l'ordolibéralisme allemand, qui refuse de jouer sur les dévaluations monétaires pour pouvoir, évidemment, favoriser son économie, et le fait que l'économie allemande est une économie d'exportation. Donc, évidemment, elle va tendre vers des traités de libre-échange les plus larges et les plus souples possibles. Et de l'autre, la vision des pays dits du Sud, dont la France fait partie, qui est évidemment une approche différente. Il y a aussi la question de l'Europe puissance, qui est un sujet majeur, c'est-à-dire que d'un côté, des pays comme la France qui pensent l'Europe comme une entité devant devenir autonome, indépendante, notamment évidemment des États-Unis et évidemment vis-à-vis de la Chine, mais qui n'est pas la vision d'une grande partie des pays européens et notamment des pays ou du Nord, voire de l'Allemagne, ou des pays de l'ex-bloc soviétique, qui ne voient et ne conçoivent l'Union européenne que comme un grand ensemble, finalement, euro-atlantiste, pour faire simple, dominé par les États-Unis, dont la protection est d'ailleurs assurée via l'OTAN. Et puis enfin, la question civilisationnelle de fond, de dire est-ce que l'Europe est un marché ou est-ce que l'Europe est une civilisation donc qui implique de lutter contre l'immigration et de lutter contre le multiculturalisme? Et là, on voit bien aussi qu'il y a des divergences fondamentales entre les gouvernements des pays de l'Est et les gouvernements des pays de l'Ouest. Donc c'est vrai que moi, la solution que je vois à court terme, sauf à sortir de l'Union européenne, mais ce qui pour l'instant entraînerait des conséquences économiques et politiques extrêmement lourdes pour la France à assumer, c'est d'abord que la France change ses stratégies d'alliance. Aujourd'hui, la France pense qu'elle peut maîtriser le jeu en jouant la carte du couple franco-allemand, à tout prix, dont elle est systématiquement le perdant. Eh bien peut-être
Faudrait-il qu'elle remette en perspective cette alliance pour précisément se tourner vers des pays qui ont des intérêts davantage communs avec elle, je pense notamment à l'Italie qui est un contributeur net, ou même à l'Espagne, pour pouvoir changer la donne et peut-être en effet construire une Europe à géométrie variable en fonction des besoins sur un certain nombre de sujets qui pourraient toucher bien sûr à la concurrence internationale et à la libre concurrence, qui pourraient toucher à la question aussi des aides d'État et qui pourraient toucher aussi à la question de l'immigration. Bon, voilà. À défaut de cela, eh bien, soit on continue vers le gouffre, en effet, et peut-être d'ailleurs serait-ce l'Allemagne qui finira par sortir avant nous, lassée finalement par les atermoiements de ses alliés et par le fait de tirer à bout de bras ce système, ou bien, eh bien on finira par devenir une puissance dérisoire dans le monde. Vous indiquiez tout à l'heure qu'il y avait, en termes de slogan, une opposition économie-santé. Est-ce que vous voyez aussi une opposition économie-sociale? Je trouve que dans l'ensemble de vos interventions, il y a vraiment une place prépondérante aussi pour le social, notamment sur le fait de saluer l'action des Gilets jaunes, ceux qui ont été les Gilets jaunes et qui ont permis à la France de tourner, les PME, le fait aussi que vous envisagiez l'arrivée de graves mouvements sociaux et très rapidement. Cette question sociale, elle est prépondérante dans votre réflexion? Ce qui est certain, c'est que comme je n'oppose pas l'économie à la santé, je n'oppose pas par principe l'économie au social. Donc je veux dire, moi le constat que je fais aujourd'hui, et je pense que c'est le constat d'ailleurs qui a un peu frappé tous les Français, c'est de se dire on est le pays qui a le taux de prélèvement le plus élevé de l'OCDE, enfin je veux dire quiconque aujourd'hui est un peu chef d'entreprise le sait, mais même un salarié de base, et on se rend compte que les services publics français ne sont pas à la hauteur, qu'on a des hôpitaux qui sont sous-équipés et que les fonctions régaliennes ne sont pas assurées correctement. Donc forcément, on se dit, mais où va l'argent? Et c'est vrai que quand on commence à se pencher un peu sur, au-delà des montants, parce que moi je trouve que le raisonnement sur l'austérité, il est un peu facile. En réalité, quand on se penche sur la question des montants, par exemple attribués à la santé, on se rend compte que la France est l'un des pays qui consacre l'une des parts les plus importantes de son budget à la santé. La santé en France, c'est 11% du PIB. On est au-dessus de la moyenne des pays européens de ce point de vue-là. Donc manifestement, ça n'est pas une question de montant, ou en tout cas pas uniquement, c'est une question de distribution de cet argent. En ce qui concerne la santé, il semble y avoir plusieurs problématiques, notamment le poids de la technostructure, qui est un mal proprement français, le poids de la part d'administratif, y compris dans les hôpitaux, qui est plus importante en France qu'elle ne l'est dans les autres pays. Et puis donc la perte aussi d'efficacité et de décision de ce point de vue-là, le fait qu'on ait voulu aussi aligner, parce que c'est une absurdité, les hôpitaux sur les règles de marché, alors même qu'ils ne maîtrisent pas les tarifs et que leur principal client est la sécurité sociale, donc c'est évidemment un non-sens. Mais il y a par ailleurs, et ça c'est bien au-delà de la question de la santé et de la bureaucratie, de la technostructure, le fait que la France est aussi le pays de l'OCDE qui consacre la part la plus importante de son budget à la question dite sociale, au sens large. Donc forcément retraite, famille, chômage. Et donc nous avons un État-providence, comme on se plaît à l'appeler, qui finit par être tellement obèse qu'il vit au détriment de l'État dit stratège, qui est censé être celui qui organise notre résilience, qui lutte contre la vulnérabilité qui peut être la nôtre, notamment par la dépendance précisément industrielle que nous vivons aujourd'hui. Cet État stratège qui investit dans l'avenir, qui investit dans les infrastructures, qui investit dans la recherche, qui investit dans l'éducation, bref, qui nous assure à la fois notre indépendance, mais notre place de grande nation. Et donc là se pose la question de ce périmètre social de l'État, et donc de la remise en question de ce périmètre. Et on le voit, et ça reste une question centrale, je sais que tout le monde voit ça comme une réponse de facilité, mais c'est un État social qui est aussi ruiné par l'immigration. C'est le moment de le dire et de le redire et de le réaffirmer. Encore il y a quelques jours, le magistrat Charles Prats révélait dans une étude approfondie que 42% aujourd'hui des allocataires de la CAF sont nés à l'étranger. 42%, c'est-à-dire presque la moitié. Je ne parle même pas de la fraude sociale qui s'élèverait à 30 milliards. S'il y a bien une mesure aujourd'hui qui révèle sa pertinence et qui devrait être mise en place immédiatement, même de manière conjoncturelle, c'est la priorité nationale. Je veux dire, on ne peut pas, il est injustifiable aujourd'hui, dans la période que nous allons vivre, avec le drame social qui va arriver, et on en reparlera j'imagine, de ne pas envisager de réserver prioritairement l'aide nationale à nos nationaux. Donc voilà, et donc à mon avis, la France ne pourra pas faire l'économie
d'une remise en question de son système. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la facilité d'Emmanuel Macron, ça va être de dire « je libère des liquidités », notamment évidemment par la nouvelle politique de la BCE. Donc je mets de l'argent à disposition, j'injecte de l'argent le plus possible jusqu'à mon mandat en 2022 pour faire taire la grogne sociale et sauver un maximum d'entreprises. Alors très bien, évidemment, on ne pourra pas faire autrement que créer de la dette. Mais la question de fond, c'est est-ce qu'on crée de la dette pour continuer à financer un système dont on a vu toutes les fragilités actuelles, ou est-ce qu'en parallèle de ces aides conjoncturelles, on crée aussi de la dette pour revoir aussi notre organisation d'État, la répartition du budget de l'État, notre fonctionnement de décentralisation, qui est aussi un levier d'économie et d'efficacité de fonctionnement, le périmètre de l'État, la manière dont est géré le social en France. Voilà, si tout ça est fait en parallèle, ça m'apparaît cohérent. Si en revanche c'est pour faire de la dette et continuer comme on est aujourd'hui, ce serait malheureusement une occasion ratée. Est-ce que vous pensez vraiment que ces mouvements sociaux vont reprendre à la rentrée ou même d'ailleurs dès l'été? Si vous voulez, il faut quand même avoir en tête ce vers quoi on s'avance, c'est-à-dire que les projections parlent d'un recul du PIB de 7 à 8%. Pour vous donner un élément de comparaison, en 2008, nous étions dans un recul de 2,8%. Et souvenez-vous du drame social et économique qu'a été 2008. Donc là, on s'avance vers quelque chose qui pourrait être 3 à 4 fois plus grave. Donc on va se retrouver vraisemblablement, sachant que les mesures directes qui ont été mises en place pour l'économie, le chômage partiel, vont s'arrêter, vers probablement des faillites en cascade et donc mécaniquement beaucoup de licenciements. Donc il est probable que beaucoup de Français, et notamment les personnels soignants qui manifestaient avant le Covid-19, demandent aussi des comptes et que beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs, de professions libérales, d'indépendants retournent dans la rue demander des comptes. Moi je pense qu'il peut y avoir de grandes perturbations sociales et que cela fera en sorte que, le chemin vers 2022 ne se passe pas de manière aussi sereine que peut-être ne l'envisageait Emmanuel Macron. Vous avez toujours dans cet état d'esprit dit que la crise allait rebattre, changer d'univers mental, changer notre univers mental, rebattre les cartes. Et est-ce que vous pensez que cette fracture de la mondialisation peut profiter à ceux qui la combattent, comme vous, qui l'avez combattue depuis votre engagement en politique? Alors moi déjà je pars d'un principe, c'est que je pense qu'on ne peut pas faire le monde d'après avec les dirigeants du monde d'avant. Je ne crois pas, une fois de plus, j'insiste, sur le fait que nous allons assister à la révolution mentale de nos élites qui soudainement ont vu la lumière. Je n'y crois pas et la réalité, même en période de crise, semble confirmer cela. C'est-à-dire que rien qu'au niveau de l'Union européenne, en pleine période de crise, vote du traité de libre-échange avec le Vietnam, vote de traité de libre-échange avec le Mexique, appel à plus de souveraineté européenne, on en a parlé, de la part d'Emmanuel Macron, des députés, La République En Marche, qui explique à l'Assemblée que finalement le localisme, donc le fait de vouloir consommer en circuit court et de relocaliser, est une forme de populisme du terroir. Donc on voit un peu l'état d'esprit. Donc je ne crois pas qu'il y aura un monde d'après, si vous voulez, qui soudainement va tout remettre en cause. D'autant plus que, je rappelle quand même que même si Emmanuel Macron évidemment est aussi une victime collatérale de décisions prises avant, il est aussi il est partie prenante d'un logiciel économique qui a contribué à nous rendre vulnérables. Je pense notamment à celui qui a consisté à aborder le monde dans une forme de division du travail complémentaire, où d'un côté il y aurait les pays comme la France qui seraient des pays de services, des pays à haute valeur ajoutée, des pays touristiques, et de l'autre les pays dits industriels qui finalement seraient un peu les ateliers du monde comme la Chine et que tout ça dans une forme de complémentarité joyeuse fonctionnerait merveilleusement. Voilà, donc cette approche de division du travail, on en voit bien les limites et on voit bien que dès qu'il y a crise ou pénurie, eh bien évidemment le fait de ne plus avoir d'industrie est une difficulté majeure. Donc tout ça pour vous dire que je ne crois pas que ce monde-là changera ou bousculera la donne. En revanche, ce que je crois, c'est que la crise va ouvrir des opportunités politiques qui peut-être jusqu'alors étaient inenvisageables. Je ne suis pas en mesure de vous dire exactement qui et quand et comment. Probablement dès 2022. Ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas à l'abri de voir émerger des acteurs qui jusqu'alors auraient été inenvisageables et qui peut-être pourraient perturber le jeu.
On est à l'heure des réseaux sociaux. En quelques semaines, une personnalité peut se retrouver avec des centaines de milliers de followers, comme on dit maintenant. C'est le cas, par exemple, du personnage Didier Raoult. Je ne pense pas à lui, forcément, pour 2022, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple parlant. Et on a vu chez un voisin proche, alors, toute proportion gardée, bien sûr, parce que leur système électoral est très différent, mais des mouvements politiques aussi émerger de manière radicale et spectaculaire et prendre le pouvoir de manière aussi un peu spectaculaire. Donc oui, vraisemblablement, les choses ne vont pas aller sereinement. Et quand je vois qu'Emmanuel Macron s'inquiéterait d'une potentielle candidature de Cyril Hanouna, je me dis qu'il doit quand même vraiment pas se sentir très bien pour en être là, parce que là, la réalité est devenue un vrai Gorafi, quoi. Alors, quand vous dites tout cela, vous dites on a changé d'univers mental d'un seul coup, est-ce que vous ne regrettez pas finalement le fait de ne plus être acteur, comme c'était une décision importante dans votre vie, de ne plus être acteur politique, mais d'être un observateur et puis d'avoir votre métier de directeur de l'ICEP. Est-ce qu'il n'y a pas un regret en se disant, eh bien voilà que les opportunités s'ouvrent, voilà le fait que ce que je disais finit par être accepté et compris des Français à ce moment-là? J'ai disparu. Je n'ai pas été la seule, heureusement, à mener les raisonnements qui sont les nôtres. Ce qui est sûr, c'est que je pense que ça va achever de convaincre des gens qui étaient peut-être des hésitants encore aujourd'hui dans la population française sur un certain nombre de sujets. Non, je n'ai pas de regrets parce que je pense que je suis à ma place aujourd'hui. C'est-à-dire que parmi, et on en a rapidement parlé, mais parmi les carences aujourd'hui qu'on constate dans la gestion de crise, je crois que ça tient beaucoup aussi à la formation de nos gouvernants. J'insiste, on a aujourd'hui des gens qui sont des pros de la note de synthèse et qui pensent que la culture générale, c'est des fiches de lecture, et qui ont démontré leur incapacité totale d'esprit critique. Je vous donne un seul exemple, dont on a finalement assez peu parlé, mais imaginons quand même qu'il n'y a eu aucune prise de recul sur les informations qui nous étaient données à la fois par la Chine et à la fois par l'OMS. C'est-à-dire qu'à aucun moment, dire qu'on a donné plus de crédit à ce qu'a affirmé l'OMS, dont on sait qu'elle a quand même des liens plus que resserrés, voire même gênants aujourd'hui avec le gouvernement chinois, plutôt qu'à notre ambassade à Pékin, qui, et on l'a appris il y a quelques jours, dès le mois de décembre, avait alerté le gouvernement sur la manière dont cette crise était en train de prendre de l'ampleur. Voilà. Et donc on voit bien là un exemple d'un manque total d'esprit critique, d'un manque total d'anticipation, d'une incapacité totale à penser en général et à remettre peut-être un peu en perspective les informations qu'on reçoit, et on l'a payé de manière très grave. Donc je pense que l'une des réponses, au-delà évidemment du fait de s'engager politiquement, qui est absolument nécessaire, c'est aussi de prendre à bras-le-corps cette difficulté, et on le fait aujourd'hui avec l'ICEP, on le fait aussi avec le centre d'études et de recherche que nous allons lancer prochainement, qui va aussi contribuer au débat public à partir d'analyses et de solutions de fond. Et puis peut-être un jour, en effet, me réengagerai en politique, mais pour le moment, je pense que je suis plus utile là où je suis. Dans cette reconstruction qui s'annonce, Antoine Colonna, journaliste à Valeurs Actuelles, a eu cette très jolie phrase, il dit « Le mondialisme ne se préoccupe pas de l'âme ». Est-ce que vous pensez qu'à contrario, on va observer le retour au vrai, au réel, aux valeurs ? En tout cas, c'est une vue de l'esprit. Non, mais c'est un sujet très intéressant parce qu'on pourrait presque philosopher d'une certaine manière sur ce que cette crise dit de nous et de notre société au-delà des mesures sur la relocalisation et les mesures techniques et politiques. Parce que c'est vrai que moi, j'ai été interpellée par un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se rend compte, donc il est acquis que finalement, le fait d'assister à une messe n'a pas plus de valeur qu'un cours de yoga, quoi. La liberté de culte est traitée de la même manière qu'elle ne le serait traitée. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'il puisse être vital ou absolument nécessaire ou un besoin pour un certain nombre de personnes dans la population d'avoir besoin de ce besoin de spiritualité, de transcendance, de réponse et de réconfort aussi face justement à la menace de la mort ou à la menace de la maladie. Donc déjà, ça, c'est un révélateur. Le fait aujourd'hui aussi qu'on ait préféré par précaution, et je l'entends, mais éviter à tout prix le risque de mort de personnes très âgées dans les EHPAD. On a préféré des mesures inhumaines qui étaient celles de les priver de leur famille, de leurs amis, y compris dans leurs derniers moments, y compris à l'enterrement parfois en limitant à quelques personnes, plutôt que de prendre le risque de voir ces fréquentations continuer et donc évidemment potentiellement qu'il puisse y avoir un impact sur la durée de vie. Je ne dis pas que la solution est idéale, mais ça dit quelque chose quand même de cette société hygiéniste
Et d'ailleurs, on en est légèrement revenu. Parce que finalement, on a bien vu que c'était absolument inhumain d'empêcher ces personnes, y compris dans leur dernier moment, de voir leur famille. Donc c'est vrai que ça révèle des choses de nous, et probablement que ça a ouvert les yeux à un certain nombre de personnes sur ce qui était fondamental, ce qui était essentiel. Après, sur le rapport à la mort, peut-on relativiser la mort, ou en tout cas, peut-on mieux l'accepter si on ne croit pas à la vie après la mort? C'est un autre débat. Moi, personnellement, je suis croyante, donc j'ai un réconfort de ce point de vue-là. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis assez choquée par le fait qu'il n'y ait même pas le respect qui devrait être dû aux croyants sur la liberté de culte. Merci beaucoup, Marion Maréchal, d'être venue à TV Liberté. Merci beaucoup d'avoir consacré votre première télévision à TV Liberté. Écoutez, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup.